Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. On va terminer en beauté la deuxième séance du symposium 2023 de la Daïratul Iman ici à Médina Cheikh. Cette fois-ci en abordant d'autres points aussi importants que les premiers. Et sur ce, nous allons faire un tour de table en réitérant notre confiance et à notre présentatrice, Sokhna Mariama Djinda. Djinda, rebonsoir. Bonsoir, cher Adama. Bonsoir à toute l'Assemblée. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chose faite, nous allons passer à la présentation des invités. Je vous présente Moussa Ndoye, monsieur Moussa Ndoye, qui est à ma droite. Moussa Ndoye, on le rappelle, il est consultant dans les domaines des énergies renouvelables, mais également en politique d'immigration. Il nous vient de l'Italie. Il y a toujours à ma droite Sokhna Salimatou Sabali. Elle est spécialiste ou experte en matière de développement avec les ONG, mais également conseillère au niveau de la municipalité de Dabo. À ma gauche, il y a Cheikh Modou Gueye-Fall, qui est un spécialiste des chiffres, mais également un observateur de l'évolution de ce qui se passe en politique et en société ici au Sénégal. Et notre dernier invité à l'extrême gauche, il s'agit de Moussa Fall. Moussa Fall, il est élève au Centre de formation judiciaire du Sénégal, mais également il est doctorant en droit. Donc, quelle riche table pour le débat que nous allons orienter sur différents points. Le point que nous démarrons par l'Assemblée nationale. Sokhna Djinda, je vous laisse la parole. Merci, cher Adama. Avant de parler des problèmes cruciaux concernant le Sénégal, nous allons parler de l'Assemblée nationale et de ce qui s'y passe actuellement. L'hémicycle présente un visage hideux à la face du monde, du fait du comportement des députés. Il y a des affrontements entre camps opposés, des dégradations des biens publics, des problèmes d'interprétation des textes et voilà, des conflits permanents et persistants entre les députés. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de cette Assemblée nationale? La question, je m'adresse à nos invités, donc celui qui se sent plus à l'aise. Laisse la parole. Assalamu alaikum. Musidɓe on calminama on juurama goto fof inde mun e yettode mun en ɓanga salamu o e ziyara o point ɓe juuɗe halifa meɗen yakar meɗen hande janggo ya imam al mahdi muntaza alayhi salam el haj mawlaya seydi mohammed el cheikh ibn ahmad ibn mohammad ak Tijani Chérif radiallahu taala anhu. Assalamu alaikum, cher public. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve autour de cette table pour échanger avec les panélistes sur cette lancinante question qui se pose à l'Assemblée nationale, à savoir ces dérives que nous avons tous vécues avec un pincement au cœur. Nous savons tous que le Sénégal actuellement est en train de vivre une situation particulière, mais dans un contexte particulier. Pourquoi je dis un contexte particulier? Parce que, en tout cas, si je ne me trompe, c'est la première fois qu'on se retrouve avec une Assemblée nationale où le parti au pouvoir est coude à coude avec l'opposition. Donc ça, forcément, il faut qu'il y ait des défis. Des défis qui ne peuvent pas manquer dans une telle situation, même si, je dis bien même si, nous savons tous que dans les structures électives telles que le Parlement, telles que les collectivités territoriales, toujours nous avons ce qu'on appelle la majorité qui est là, mais une majorité d'habitude mécanique, à côté d'une minorité composée des gens de l'opposition. Mais moi je pense que cela ne peut pas en tout cas nous amener à des dérives qui vraiment aujourd'hui n'honorent pas notre pays, le Sénégal, Sidi Adama.
Merci Sokhna Sali. Et donc analyse pour camper le décor. Moussa Ndoye, vous avez entendu le développement de Sokhna Sali. Aujourd'hui, votre observation ou votre vue par rapport à la situation à l'Assemblée nationale en tant qu'observateur. Je vous remercie. Je commencerai d'abord par justement adresser mes sincères salutations et félicitations à Khourbou Lakhta Aboul Kabir qui m'a fait honneur justement de cette présence qui n'est pas du tout, disons, ni facile ni logique. Mais justement cette fois-ci, Sang Debi est allé très fort et me revoilà ici après très longtemps. Et je suis honoré d'être ici ce soir parmi vous, parmi nous, de me retrouver en famille Lumière. J'en profite pour saluer Khourbou Lakhta Aboul Kabir, j'en profite pour saluer tous les frères et sœurs Lumière, avec justement Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci étant dit, j'éviterai la promenade linguistique, justement, tout en sachant toutes les langues qui sont parlées à Médina Cheikh, de l'anglais au poulard. Je ne parlerai pas en italien, même si ce n'est pas l'envie qui manque. J'essaierai de parler entre le Wolof et le français pour être très clair. Le Sénégal est en train de se mesurer au reste du monde, mirant les grandes démocraties. Dans les pays de grande démocratie, il arrive que justement l'opposition et le pouvoir se trouvent coude à coude sur des numéros. Mais rien ne justifie la violence dans l'hémicycle. Absolument rien. Les députés sont des représentants du peuple. Ils ont plusieurs méthodes de s'affronter et d'exprimer leur opinion pour étant divers. Mais cela ne justifie en rien ce comportement de violence. Le Sénégal doit découdre avec la violence. Les Sénégalais ne le savent pas, mais nous sommes de plus en plus violents. Verbalement sur les réseaux sociaux, nous sommes violents quand on a le pouvoir sur les collègues, nous sommes violents quand nous sommes devant une situation qui ne nous est pas favorable. Donc nous devons pouvoir nous affronter idéologiquement sans pour autant arriver à ces bassesses-là. Donc le Sénégal a montré une très mauvaise facette justement de sa personnalité politique et démocratique à travers le monde. Voilà ma première impression. Comment justifiez-vous cette violence? Qu'est-ce qui provoque ce... Pour moi, la violence est l'arme des faibles. Oui, ils n'ont pas d'arguments. Donc ils n'ont ni les arguments, ni la posture, et ils n'ont même pas conscience de leur rôle. Parce que le député, normalement, a une certaine élévation et doit être conscient de sa position et de son rôle. Le député, même s'il est élu à travers un parti politique, il représente le peuple sénégalais. Tout en représentant le peuple sénégalais, s'ils ont les arguments et ils sont conscients de ce qu'ils représentent pour le peuple, ils vont utiliser d'autres arguments, d'autres méthodes pour s'affronter qui n'est pas la violence. Le problème de la politique n'est pas un problème de qualité, c'est un problème de numéro. Donc plus tu as un nombre élevé et tu seras plus représentatif. Le problème, c'est qu'autrefois, les députés étaient choisis et mis sur des listes à travers des critères qui étaient propres au peuple. C'est-à-dire, je vais m'exprimer ainsi, so amulé ngor, amulo kaddu dawo don député. Légui kula dakka saga, dakka le dor mo la gëna gaaw don député. C'est-à-dire, quand on choisissait les ministres autrefois, il y avait la liste des ministrables et des non-ministrables. Maintenant, il n'y a plus de liste de députables, si je le dis ainsi, et de non-députables. Ils sont tous députables. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire, n'importe qui peut représenter le peuple à l'Assemblée nationale et ça ne devrait pas passer comme ça. Donc, on passe à Modou Gueye-Fall. Vous avez entendu un bref survol sur cette question de nos invités. Vous également, vous avez un œil par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'est quoi? Merci beaucoup, M. Ademondion. Merci pour l'invitation. Merci également de me donner la parole. Je voudrais dire que tout ce qu'on a dit de l'Assemblée nationale et des événements qui ont été déplorés partout au monde et que les médias étrangers ont vraiment relayé.
Je voudrais dire que tout ceci n'est que le fruit d'un processus électoral calamiteux. Je vais devoir m'exprimer en wolof pour que vraiment les gens puissent comprendre ce qui s'est passé réellement dans ce pays. Vous savez, il y a dans ce pays quelqu'un qu'on appelle Monsieur le Président de la République, qui a été démocratiquement élu à 65% des suffrages valablement exprimés. Depuis que ce monsieur est à la tête du pays, il choisit les candidats. Et si j'ose le dire, c'est là où commence la violence dont on parle. Comment il choisit ses candidats? Comment il choisit ses candidats? À l'approche des élections, dans le processus électoral, il y a ce qu'on appelle l'autorité en charge de la direction générale des élections. Et le Conseil constitutionnel, ce sont ces deux autorités qui ont la compétence de valider ou d'invalider les candidatures. Il y a une liste de l'opposition sénégalaise, notamment la liste, notamment, je crois, c'est la liste proportionnelle. Dans la liste proportionnelle, il y a les suppléants, il y a également les titulaires. Les titulaires ont été injustement, la liste des titulaires a été injuste. Pourquoi injustement? Ouais, pourquoi injustement? Parce que le code électoral dit que s'il y a des doublons, c'est-à-dire si vous ne respectez pas la parité, il faudrait impérativement supprimer la liste. La liste doit être foreclose. Le Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir, a commis la même erreur que ce que l'opposition a commis. Au lieu d'invalider les deux listes, le Conseil, l'autorité en charge de l'organisation des élections, à savoir, je l'avais dit tout à l'heure là, en complicité, si vous voulez, avec le Conseil constitutionnel, a validé la liste proportionnelle, les titulaires, pour le Benno Bokk Yakaar, et pour l'opposition, ils ont validé la liste proportionnelle, ils ont validé la liste des suppléants. Alors, l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était d'empêcher à un opposant du nom de Ousmane Sonko de participer à ces élections. Voilà, c'est de là-bas où la violence a commencé, à mon avis. Mais si c'est le cas, est-ce que ça peut justifier une telle violence au niveau de l'hémicycle? Oui, mais Adama, xaaral kon ma ñëw ak yow ci wolof bu ko defee ñu mën a dégg. Aïcha. Xam nga nit ñi xamuñu sénégalais xamul ko tooñ. Sénégalais ku fayu la. Laataa ko tooñ li xew assemblée. la ñu lay laaj li xew assemblée nationale aussi il faut se poser la question, à savoir lan moo indi opposants yi am comportement bi ñu am jour boobu. xam nga assemblée nationale ak ni mu demee dañu ne ku am majorité, c'est-à-dire assemblée nationale 165 députés. Si vous avez 83 députés bu ñuy fal président bi kii ñu votel 83 députés kooku maanaam ki nga xam ne am na 83 députés kooku mooy falu. léegi nag bi ñu ñëwee non seulement ils ont violé la loi parce que ils ont fait une vote par procuration. Le vote par procuration ne peut être légal que lorsque la personne n'est pas présente sur les lieux. Toutes ces personnes-là qui avaient donné une procuration à M. Farba Ngom, mais ça c'est illégal. Le président de l'Assemblée, tous les témoins peuvent en attester. Farba Ngom a voté pour 83 personnes qui étaient présentes sur les lieux. D'abord, c'est une violation de la loi, selon les juristes. D'abord, je crois que, partant de ça, on peut dire que la violence, certes, il faut la critiquer, comme vous dites, mais il faut aussi chercher c'est quoi l'origine de la violence dont on parle. Le Sénégalais, il est réactionnaire. C'est-à-dire, quand il voit quelque chose, dafay daal di jóg rek daal di wéy dóor nañ jigéen, c'est vrai. Jigéen bëgguñu ko ko dóor, bëgguñu ko damm table, mais nañu xool yooyu di am lan mooy cosaan li. Une injustice de trop mën na dem ba mujj tax nit ñi am ay comportement yoo xam ne mënuñu ko woon. waaw foofu Modou dina la relancer un peu. Procédure bi nga décrire yëpp nangu nañu mu mën a am selon les juristes d'un à l'autre. Mais leneen li bi ñu passé foofu procédure bi ñu dem ba biir assemblée nationale même bu fekkente ne ni nga ko waxee ci procédure bi am na liste bi nga xam ne mooy liste nationale bi nga xam ne dindi nañ ko teewul ñu wuutu ñooñu ñoom ñoo ñëw toog ci assemblée nationale comme ne nga dañoo bëggoon éliminer quelqu'un pour mu bañ a dem assemblée nationale ndax loolu du wane ne itam ñi ko représenté moom bu fa nekkoon tey jii noonu lay def violence boobu ngay wax.
waaw xam nga mooy li ma la wax c'est-à-dire yéen vous ne parlez de violence physique. Au-delà de la violence physique. Non, pas violence physique, parce que ci description question Jinda am na lu mu wax. mooy injure am na ci. donc loolu du violence physique. am na ay calomnie. façon bu ne am na ci wàllu wax même les gestes. dafay nekk loo xam ne insulte entre guillemets. bi ci mujj mooy fokkati ay micro mooy xët nit et cetera donc c'est un panoplie de choses moom la ñu dajale pour wax ne violence am na. moo tax ma naan la ñooñu ñu teree nekk assemblée te am ñu leen wuutu ñu def loolu est-ce que du ñuy xoolee ne ñoom seen leader bu ñu fi nekk woon tey loolu la ñuy def. waaw xam nga lu tax mënuma d'accord ak yow ci raisonnement boobu. non damay laaj d'accord je sais mais dama ne rek violence yi nañuy xool lan moo nekk à l'origine de ces violences là. violence bi mi ngi tàmbalee ci man diw laay bëreel du ma bëreel diw di tànn say candidat xam nga ndax yaa ngi may dégg depuis 2012 les élections si vous vous souvenez les élections de 2019 éliminé nañu ñaari candidats pour ci wàllu justice yoo xamante ni dañ ko jaarale ci wàllu justice loolu dafay nekk benn grain boo xamante ni ñooñu am nañu déjà lu leen naqari foofu su ñu ñëwaatee c'est comme si élection bu am bon ñoom daal dañuy tànn kan la ñuy bëreel mais su yàggee nag nit ñi yooyu nekk seen xol yi di metti di yéeg day dem ba doot ñu mën a supporter mais violence bi ngay wax mais du pouvoir bi moo koy exercer la violence physique pouvoir bi exercer wu ko ci opposition bi nag comme que amuñu doole loolu c'est une réaction parce que bu fekkente ni xañ nañ leen ñële ñu ñëw ne dañuy voter ñu def lu kenn mësta gis ci àdduna vote par procuration nit ki toog ñu koy voter nii déjà loolu c'est une violation de la loi et pourtant le président de la séance notifié nañu ko mu ni sama yoon nekku ci gis nga sama yoon nekku si mooy indi nit di fippu yow gisoo ministre buy toog di xataraayu parce que lui il est à l'aise amul benn problème mi ngi ak ay avantages am yépp xataraayuwul dara ñii xataraayu dafa am lu leen tax di xataraayu violence nag moo garab ñooy am boo ko fa bëggee jëlee da ngay fexe ba reen ba jóge fa maanaam da ngay fexe ba dajjiti reen yi bu ko defee mu jóge fa bu fekkente ni respecté nañu la loi respecté nañu procédure yi ku nekk jox nañ la sa àq ak sa yelleef je crois que violence mën na bañ a bare mën na dem ba sax vraiment boo koy exercer du nekk une violence bu pertinente parce que violence yi ngay wax nit ñi ñu ngi koy condamner bon c'est vrai que rafetul ci image du Sénégal je suis d'accord mais c'est quoi la cause. mais Assemblée nationale les députés yi fa nekk ñoom ñooy représenter le peuple sénégalais. ñoom ñooy ils sont là voilà donc lii dañuy violence bi am foofu dafay nekk que le reflet de la société sénégalaise donc dañu bëgg a wax ne que yow violence bi ñuy exercer foofu au sein de l'Assemblée nationale yow da nga ko cautionner. non je ne cautionne nullement pas la violence. parce que nga naan boo bëggee ñu dindi ko fii ak yooyu mais il y a des actes à poser. Oui. Pour que voilà les gens se ressaisissent et puis xam ne que foofu noonu c'est un lieu de discussion c'est un voilà nekkuñu ci arène. waaw je suis d'accord avec vous en fait dama la bëgg a jàppale ne la du maag yow violence lañu fi bëgg a jëlee waaw dañu xool lay indi violence ñu jëlee ko fa élection bu jotee ku bëgg a bokk ñu ni ko bokkal waaye bu fekkente ni ku bëgg a bokk ñu ni la ah yaa fi sàccoon nag yaa fi demoon fële mais ñooñu du ñu toog di seetaan c'est pas possible madame. La deuxième question, on attendait une assemblée nationale de rupture. À votre avis, avons-nous une assemblée nationale de rupture? À mon avis, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture dans la mesure où, à l'Assemblée nationale, les Sénégalais se battent. Et l'Assemblée de rupture dont on rêvait, c'est une assemblée où il y a le dialogue, où les parlementaires connaissent leur rôle, où les parlementaires assument leurs responsabilités et où ils sont là pour les intérêts du pays. Mais cette assemblée-là, c'est une assemblée de partis. J'appartiens à tel parti, donc je suis du côté des opposants. À chaque fois, même si c'est une décision qui est utile, on s'oppose. On s'oppose sans raison. Et de l'autre côté, on a une majorité mécanique. Même s'il ne faut pas dire oui, on dit oui, parce que je suis du pouvoir. Donc moi, je dis qu'il n'y a pas de rupture. Même s'il ne faut pas dire oui, on dit oui, parce que je suis du pouvoir. Donc moi, je dis qu'il n'y a pas de rupture. Et pour ça, je pense qu'il faudrait que les partis politiques, que l'État sénégalais prennent beaucoup plus de responsabilités.
mon collègue l'a dit, Seydi Moussa, en disant que les Sénégalais, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour soi. C'est que le Sénégalais ne sait pas mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On choisit par des affinités. Diou sama xarit la ma tànn la nga ñëw nekk député. Même si tu n'as pas les compétences, alors que le député doit avoir des compétences. Parce que le problème bi amé, ku ne am na ci part de responsabilité. L'élu, le parlementaire a sa part de responsabilité. Les partis politiques ont leur part de responsabilité. L'État du Sénégal a sa part de responsabilité. Pourquoi je dis le parlementaire? Dès l'instant qu'on est élu parce qu'on est politicien, on appartient à un parti. Mais juste après l'élection, il faut se déshabiller de l'habit de l'élu et d'être député du peuple, être là pour construire le Sénégal. Et pour ça, il faut que cette personne-là puisse personnellement, en tout cas, se former sur des compétences personnelles. Qu'est-ce que je dois faire? Quel doit être mon rôle? C'est à l'élu de le rechercher et retourner sur nos valeurs islamiques qui sont là. Donc je pense que si l'élu fait des efforts, le parti politique qui a élu la personne, elle a son rôle à jouer. Tu as un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas établir des programmes de formation et de sensibilisation de ces députés-là sur le travail qu'ils doivent effectuer à l'Assemblée nationale? Dans la mesure où l'élu doit retourner dans sa base, recueillir les problématiques des communautés et aller les défendre au niveau du Parlement. Mais c'est ce qu'on ne voit pas. Les députés sont couchés à l'hôtel des députés de Dakar. Ils ne reviennent jamais. S'il y a un décès, ils envoient l'adjoint ou quelqu'un d'autre avec un véhicule. Basta, c'est fini. Le reste, ce n'est pas leur problème. Donc je pense qu'il faudrait que l'État aussi prenne sa responsabilité. Quand on a un Parlement, l'État doit s'investir à former sur tous les niveaux, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, mais que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut former les élus pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle à l'Assemblée. Vous avez répondu à notre question, à savoir comment faire pour retourner à l'orthodoxie de ce symbole qui doit représenter le peuple. Donc merci pour la réponse. Oui, donc Modou Gueye-Fall, vous pouvez prendre la parole et donner votre avis par rapport à cette assemblée de rupture dont on attendait. Est-ce qu'il y a des prémices d'une assemblée de rupture? Oui, une assemblée de rupture, en fait, c'est ce qu'on espérait tous. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait d'abord qu'il y ait une rupture au niveau judiciaire. Parce que pour moi, puisque quand vous lisez la Constitution en son article 6, la Constitution du Sénégal dit que les institutions de la République sont le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée, la Cour d'appel, les cours et tribunaux, la CCT et le Conseil économique, social et environnemental. Donc si la justice fait son travail, moi je pense qu'il y aura rupture. Il y aura rupture. Parce que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il ne peut pas y avoir de rupture tant qu'il n'y a pas de rupture au niveau judiciaire. Il y a les Américains qui disaient que pas de justice, pas de paix. Il n'y a que la justice qui peut garantir l'ordre et la sécurité. Si la justice ne fait pas correctement son travail, il ne faut même pas imaginer justice, parce que ça ne peut pas avoir lieu. Merci beaucoup. Merci Modou Gueye-Fall. Donc la dernière question était relative un peu au rôle du député à l'Assemblée nationale. Je pense que Maman Sali en a soulevé quelques éléments, à savoir la formation, la responsabilité de l'État, etc., la sensibilisation sur les lois, bien sûr, qui font marcher les pays, et les projets de loi à proposer à l'Assemblée nationale. La justice au Sénégal, entre confiance, méfiance et défiance. Cheikh Moussa Fall, nous allons vous interpeller par rapport à ces trois appellations. Beaucoup ont confiance en la justice, beaucoup ont méfiance en la justice, mais d'autres défient la justice et la défiance. Cheikh Moussa Fall, aujourd'hui, cette peinture de la justice au Sénégal, avec l'arrestation de leaders d'opinion constatée ces derniers temps,
des activistes, des opposants politiques, des journalistes, bref. Pendant ce temps, on constate des rapports qui épinglent des gens proches du pouvoir. Mieux, d'autres sont cités dans des scandales et jusqu'à présent non sanctionnés. Cette image de la justice sénégalaise vous dit quoi? Quelle appréciation faites-vous de la justice, vous, en tant que doctorant en droit? Merci beaucoup, Monsieur Adama Ndione. Permettez-moi tout d'abord, avant d'entrer dans le fond de votre question, de présenter mes salutations respectueuses à l'endroit de notre vénéré guide Maoulaye Seydi Mohamed El Cheikh, à mes co-débatteurs et à toute l'assistance. Je dois dire que c'est une question qui me met quelque peu mal à l'aise parce qu'en tant qu'acteur judiciaire en formation, je me dois d'observer une certaine neutralité, sinon dès lundi je serai viré de l'école. Mais ne vous en faites pas, je donnerai ma perception en tant que citoyen, pas en tant qu'acteur de la justice. Je vous assure que nous avons une justice très respectable. Le 29 janvier dernier, je parlais à un condisciple togolais, je crois qu'il est dans la salle. Il ne cessait de chanter notre Conseil constitutionnel. Lui, son père est un professeur de droit et ancien juge constitutionnel togolais. Lorsque je lui ai dit que ce Conseil constitutionnel que vous chantez au Togo est décrié ici au Sénégal, il était surpris. Alors, même dans les grandes démocraties, ce triptyque-là, confiance, méfiance ou défiance, voilà, ça existe même dans nos grandes démocraties. Je suis très surpris lorsque des autorités politiques ou religieuses, quelle que soit leur fonction, décrivent la justice et d'un autre côté, lorsqu'ils sont attaqués ou ils se sentent diffamés, ils saisissent le juge. C'est une abomination à la limite. Mais je vous assure, nous avons une justice respectable, nous avons une justice indépendante, nous avons une justice qui joue bien son rôle. D'accord. On va venir sur ça, surtout le fait d'une justice équitable, d'une justice indépendante. Vous allez nous donner les critères de cette justice indépendante. Mais d'abord, on va poser des questions à l'assistant sur leur appréciation de la justice à partir de là, vous qui êtes un acteur judiciaire peut-être, avec des éléments vraiment concrets, vous allez nous redresser par rapport à ça. Parce que vous avez parlé de ma perception. La perception du justiciable diffère forcément de la perception. Je voudrais mettre le point sur, voilà, pour éclairer. Je disais que le point de vue, c'est là où c'est intéressant, de parler du point de vue du justiciable qui est en dehors, qui fait un regard extérieur, mais aussi on a besoin d'un regard intérieur. C'est de cette confrontation-là que naîtra l'argument majeur. D'accord. Cheikh Moussa Ndoye, votre appréciation de la justice sénégalaise à partir du recul où vous avez. Voilà, je vous remercie encore une fois. Évidemment, je suis presque d'accord avec lui à 100%. C'est-à-dire, la première chose, c'est que la justice n'est pas parfaite. Donc, forcément, elle est assujettie à l'amélioration. Mais je voudrais m'arrêter sur un aspect important. C'est la perception de la justice par le peuple. La justice en elle peut être bien écrite, bien décrite, etc. Mais la lecture que les citoyens se font de la justice est une chose importante. J'ai vécu dans de grandes démocraties, j'ai vu d'autres constitutions en dehors de la constitution sénégalaise. Je ne suis pas juriste de formation, mais comme tout le monde, je subis justement cela. Des fois, sur le papier, la justice est une chose extraordinaire. Mais l'application de la justice sur les citoyens n'est pas exactement la même que sur le papier. C'est-à-dire, des fois, les Sénégalais pensent que notre système judiciaire n'est pas ce qu'il devrait être. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais simplement qu'on doit l'améliorer, parce que la réalité actuelle impose à la justice sénégalaise de s'améliorer sur d'autres points
qui justement sont nébuleuses, disons. Est-ce que nous avons réellement une justice équitable et indépendante? Merci beaucoup. Moussa vient de m'apprendre que nous avons une justice indépendante. Mais Moussa, qui est le maître des poursuites? C'est le procureur, non? Vous m'avez appris, si vous vous rappelez bien, qu'il y a ce qu'on appelle une administration au niveau du parquet. J'espère vous voir un jour être parquetier, n'est-ce pas? Alors, il y a dans notre arsenal juridique quelqu'un qu'on appelle monsieur le procureur de la République. Les Sénégalais connaissent bien ce nom, le procureur de la République. C'est le procureur de la République qui est le maître des poursuites. Le procureur, lui, il n'est pas libre, il est lié par les réquisitoires de son supérieur hiérarchique, le procureur général. Le procureur général aussi, il est sous tutelle du ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice, qui peut-être qu'il est politique, hein? Le ministre de la Justice, rien ne l'interdit d'être membre de l'Alliance pour la République. A fortiori, le président de la République. Si c'est au Sénégal, hein? Oui, c'est aussi au Sénégal. Par contre, dans d'autres pays comme les États-Unis, là-bas, le procureur, il est élu. Il peut même poursuivre le président de la République. Or, ici, est-ce que le procureur de la République est libre? Non. On nous dit généralement que la justice est libre parce que les magistrats du siège, ils sont libres. Ils peuvent pas faire l'objet de réquisition. C'est-à-dire le ministre de la Justice ne peut pas imposer aux juges instructeurs ou aux juges du parquet de suivre ses ordres. Ça, c'est vrai. Mais le maître des poursuites, il a la possibilité de vous envoyer directement en prison. Vrai ou faux? En matière criminelle, Moussa, le procureur de la République, il a la compétence de m'envoyer moi en prison. Ça, c'est vrai, oui. Et le procureur de la République, il peut être téléguidé par le ministre de la Justice qui la loi ne l'interdit pas d'être un membre de l'APR. Ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, dire que la justice est libre, oui, si vous voulez, est indépendante, oui, Moussa, mais théoriquement, comme l'a dit mon cher ami Moussa Ndoye. Encore une fois, la justice sénégalaise, telle que décrite par la Constitution, parce que la Constitution du Sénégal dit que le pouvoir judiciaire est indépendant et de l'exécutif et du législatif. Mais tout le monde sait que la théorie et la pratique, il y a une très grande fossé. Tu peux donner, s'il vous plaît, vous pouvez donner à Moussa, il veut intervenir, parce D'accord. qu'il y a un point intéressant quand même. Moussa, par rapport à cette situation d'indépendance. Puisque j'ai été interpellé, au fait, quand on dit de la justice qu'elle est indépendante, dans la pratique, on cite à titre de comparaison des grandes démocraties comme les États-Unis ou la France. La France elle-même, en 2008, dans l'affaire Medvedev, elle a été condamnée. Dimitri Medvedev. Voilà, elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui lui avait même donné injonction de modifier son système judiciaire. Pour vous dire que c'est des choses qui existent et qui sont inhérentes à l'architecture judiciaire. Aux États-Unis, ils ne le disent pas. Les juges se réclament démocrates ou républicains. Ici, au Sénégal, la fonction politique, elle est interdite aux juges. Tout juge s'alliant à un parti politique peut être radié de la fonction publique. Maintenant, le fait que le procureur de la République soit sous la tutelle du garde des Sceaux n'est pas en soi une entrave à l'indépendance de la justice. D'ailleurs, bien sûr, le garde des Sceaux et le procureur de la République ne sont que deux acteurs judiciaires parmi des milliers d'acteurs judiciaires. En réalité, l'article 50 de notre Constitution nous dit que le président de la République dispose de l'administration, c'est-à-dire qu'il appartient à l'exécutif de déterminer autant la politique économique, la politique sociale et la politique pénale. On ne peut pas déterminer la politique pénale en n'ayant pas une certaine emprise sur l'exercice de les fonctions judiciaires par le procureur de la République. Parce que le parquet doit être regardé comme une administration. Une administration, c'est-à-dire que les juges ne sont pas dépositaires d'une légitimité populaire. Il n'est pas concevable que dans une république qui se respecte, que l'on mette la liberté et la vie des uns et des autres à la discrétion de citoyens qui ne sont pas élus, qui ne sont que nommés
parce qu'ayant fait des études judiciaires, il faut qu'ils le font sous le contrôle de l'exécutif, parce que c'est l'exécutif qui dispose d'une légitimité populaire. Cela se passe dans tous les pays du monde. Maintenant, le procureur de la République, il n'est pas dit nulle part, et ça ne se fait pas dans la pratique, que c'est le garde des Sceaux qui lui donne des injonctions de poursuite. Non. Il y a des aménagements qui permettent au procureur de la République de garder une certaine liberté. 2 raisons. D'abord, il passe par le procureur général de la Cour d'appel. Ensuite, cela se fait par écrit. Troisièmement, lorsque le procureur de la République est à l'audience, il est libre. La parole est libre, mais l'écrit est serve. C'est des choses qui arrivent partout dans le monde, dans tous les systèmes judiciaires du monde. C'est comme ça que cela se passe. La justice relevant du génie humain, il est certainement perfectible et faillible. Des réformes sont entreprises dans tous les pays du monde. Et comparé à ces grandes démocraties, et même à la sous-région, nous avons une justice respectable. Oui, Moussa, mais dans ce cas de figure, si l'affaire, par exemple, concerne un flagrant délit, autant pour moi, là, le procureur a les pouvoirs quand même d'arrêter l'accusé. D'arrêter l'accusé et de lui donner un mandat de dépôt. Mais ce n'est pas un mandat de dépôt qui va excéder une semaine. Flagrance délit, c'est-à-dire qu'il y a une célérité qui se fait et que l'accusé sera jugé dans moins de 7 jours. Moussa, vous êtes d'accord qu'il y a indépendance de la justice au Sénégal? Oui, je le suis. Est-ce que ceux qui pratiquent cette indépendance de la justice sont indépendants? L'indépendance de la justice, malheureusement au Sénégal, nous avons... Et l'indépendance des juges également. Voilà, malheureusement au Sénégal, nous avons une analyse très restrictive de la notion d'indépendance de la justice. Explique-nous un peu. Voilà, parce qu'on ne le regarde que sous l'angle des rapports entre le garde des Sceaux et le procureur de la République, qui, je disais tantôt, qu'ils ne sont que 2 acteurs judiciaires parmi des milliers d'acteurs judiciaires. L'indépendance de la justice, c'est la mise en situation des travailleurs de la justice dans des conditions de travail respectables. C'est ça l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice ne se limite pas simplement au rapport entre le procureur de la République et le garde des Sceaux. L'indépendance des juges? Les juges sont indépendants. Je n'ai jamais vu au Sénégal un juge dépendant. D'accord. Merci Moussa. De toute façon, c'est un débat très très intéressant. Merci Moussa pour ces explications. Nous voulons juste approfondir la situation pour permettre à tout un chacun de comprendre. C'est pourquoi on est en train d'insister sur la justice et l'indépendance de la justice, parce qu'aujourd'hui, ça défraie la chronique. Déjà, merci Moussa pour ce petit cours de droit. On en a appris un peu plus. Alors, ma question est la suivante. Le problème du Conseil supérieur de la magistrature alimente les débats. Et pour certains, le président de la République doit se démarquer de cette instance pour une meilleure justice. Est-ce que vous êtes d'accord ou contre? Merci beaucoup, Sohna Djinda. Vous savez, la justice, c'est un domaine régalien, tout comme l'armée et la diplomatie. Les gens ne sont pas choqués quand le président de la République nomme un ambassadeur. Ils ne sont pas choqués quand le président de la République est désigné comme le chef suprême des armées. La justice également, c'est au même titre un domaine régalien auquel le président de la République, en tant que père de la nation, doit siéger. Le simple fait qu'il siège aussi n'est pas une entrave à l'indépendance de la justice, parce qu'il n'est pas le seul qui siège. En plus, il y a des décisions. Lorsqu'on doit les prendre, il n'est même pas présent. Même le conseil, le garde des Sceaux n'est pas présent. Quand, par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature statue en matière disciplinaire, lorsque les magistrats font des erreurs et qu'on doit les sanctionner, le président de la République ne siège pas, le garde des Sceaux ne siège pas. Quand on doit nommer les juges, l'exécutif est là, le président il est représenté, le garde des Sceaux il est représenté. Cela pour moi ne constitue pas un obstacle à l'indépendance de la justice, parce que le président de la République est en même temps le chef suprême des armées, il nomme également les ambassadeurs. C'est dans l'ordre normal de notre histoire constitutionnelle, cela se fait depuis l'indépendance. Je n'y vois aucun inconvénient, franchement. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de réaménagement ou d'amélioration? Pour quelle raison, par exemple? Pour ceux qui critiquent la
présence du chef de l'État, par exemple, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature? Il pense que parce que le président est présent au Conseil supérieur de la magistrature qu'il a voix prépondérante. Non. Les juges sont majoritaires au Conseil supérieur de la magistrature. Et ces juges-là, ils sont des juges d'une ancienneté établie, parce que siégeant à la Cour d'appel ou à la Cour suprême. Mais Moussa, on a vu un juge qui a démissionné du Conseil supérieur de la magistrature. La lettre qu'il a écrite est tout fraîche dans nos mémoires. Il a attaqué la justice et il a dénoncé l'emprise du chef de l'État dans le Conseil supérieur de la magistrature aussi. Ce sont des choses qui se disent. Mais à mon avis, je ne vois pas que c'est fondé. Comment le président de la République peut avoir une emprise sur le Conseil supérieur de la magistrature alors qu'il n'a pas de voix prépondérante? Je ne vois pas l'hypothèse. Comment se fait-il que le président de la République puisse avoir une emprise sur le Conseil alors qu'il n'a pas de voix prépondérante? Il peut ne pas avoir de voix, mais il a une influence sur ces personnes qui siègent. L'influence serait peut-être de sanctionner certains juges, alors qu'en matière disciplinaire, il ne siège pas. Il peut siéger lorsqu'on doit nommer les juges, parce que c'est le président qui nomme les juges par décret, c'est dit dans la Constitution. Comme tous les fonctionnaires de l'État d'ailleurs. Voilà. Moussa Ndoye, vous êtes d'accord par rapport à ce point de vue? Avec tout le respect, je ne suis pas du tout d'accord. Excusez ma franchise. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État. La voix du chef de l'État ne peut pas compter comme la voix des autres juges. Il n'a pas besoin d'être majoritaire pour mettre la main à la pâte. C'est-à-dire, c'est l'autorité suprême. On ne vote pas. C'est-à-dire, si nous sommes tous là, nous disons tous non. Si le président dit oui, c'est oui. Si nous disons tous oui, le président dit non, c'est non. Pas parce que lui, il est tout simplement majoritaire, parce qu'il compte, etc. Et puis, parlant de l'indépendance et de l'équité de la justice, le président devrait se démarquer un peu du Conseil supérieur de la magistrature. Si les gens manifestent cela, cela veut dire qu'il a trop mis la main à la pâte. Si nous voulons perfectionner cette justice-là, il faut que le président ait tendance à laisser travailler ces messieurs-là. Est-ce que là aussi, il n'y aura pas un danger si la justice n'est pas surveillée, si ce sont eux-mêmes qui prennent les décisions? Non, il n'y a pas de danger parce que nous sommes en train de parler de grands messieurs. N'est pas magistrat qui le veut. Donc, je n'ai pas dit qu'on les laisse travailler aveuglément. J'ai dit tout simplement, on les met des garde-raies et eux, ils vont tourner, ils vont travailler dans des axes bien définis. Mais ce n'est pas des enfants, tu te mets là pour dire, écoutez, faites ceci. Non, il faut les laisser un peu quand même. Si vous tirez trop la corde, eux, ils n'arrivent pas à travailler. Et nous sommes en train de parler de grands messieurs. Le président passe, je veux dire, les présidents passent, mais justement, la justice reste. Les institutions demeurent. Donc, voilà. Sokhna Sali, vous avez un avis par rapport à ça? D'accord. Allez-y. Juste un rebondissement. Ce que l'on évite en autorisant le président de la République à siéger au Conseil supérieur de la magistrature, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle le gouvernement des juges. Il ne faudrait pas que les juges gouvernent. C'est-à-dire qu'ils décident de la liberté des citoyens, qu'ils décident du sort de leur droit d'aller ou de venir. Il faudrait qu'on les surveille. Je disais tantôt qu'ils ne sont pas dépositaires du suffrage universel. Parce qu'un magistrat, quel que soit son rang, fût-il un grand monsieur comme mon collègue le dit, un magistrat, le simple conseil municipal est plus légitime que lui, parce qu'il a été élu par le peuple. Alors que le magistrat, il n'est que nommé. Il faudrait que maintenant que l'autorité qui le nomme le contrôle. En revanche, c'est une problématique de personnes, mais pas d'institution. C'est la personne elle-même qui doit prendre ses responsabilités parce que c'est une responsabilité individuelle et personnelle. Même si le président de la République ne siégeait pas au Conseil supérieur de la magistrature, d'autres juges pouvaient faire montre à son égard d'un devoir de gratitude. Alors que ce qui incombe dans l'éthique et la déontologie du magistrat, on dit que c'est un devoir d'ingratitude. Il doit montrer une ingratitude à l'égard de l'autorité politique qu'il a nommée.
D'accord, Moussa. Bon, en tout cas, les avis divergent, mais on comprend bien vos explications en tant que juriste. Pour aborder la dernière ligne droite de cette émission, Maudou, vous pouvez prendre la parole. On va attaquer le rapport de la Cour des comptes. Voilà. Aujourd'hui, la Cour des comptes a épinglé pas mal de directions et des ministères dans la gestion du fonds Covid-19. Plusieurs milliards partis en fumée, selon la Cour des comptes. Mais la période d'où cette affaire a été évoquée, en pleine Covid, pendant des mesures de restriction, pendant le couvre-feu, etc. Plusieurs milliards détournés par des ministères et des directions. Quelle analyse par rapport à ce rapport? Merci beaucoup, Cheikh Adama Ndione. Vous venez de me parler d'une chose très importante. Et c'est ce que certains appellent le scandale du siècle, en fait. C'est-à-dire, voilà, qu'au Sénégal, bon, pour rappel, quand il y a eu la Covid-19, le président Macky Sall avait sollicité aux Sénégalais que chaque Sénégalais vraiment puisse donner quelque chose pour que quand même que chaque Sénégalais puisse contribuer par rapport à ce montant de 1000 milliards. Une partie de ces 1000 milliards est donnée par les citoyens. C'est la contribution des Sénégalais. Il y a une partie où le Sénégal a fait des emprunts. Donc, dans tous les cas, c'est l'argent des Sénégalais et de l'argent qu'on a emprunté au nom des Sénégalais. La dette sénégalaise. N'est-ce pas? Voilà. Voilà que 1000 milliards sont mal gérés. La Cour des comptes fait partie des institutions du Sénégal. Je crois que la Constitution, en son article 6, a cité la Cour des comptes comme étant une institution du Sénégal. La Cour des comptes a publié un rapport qui fait état de malversation financière et de détournement de deniers publics. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est surtout la déclaration du ministre en charge du budget. Vous savez qu'est-ce que ce monsieur a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, oui, c'est vrai que vous nous aviez confié 1000 milliards. On vous doit 1000 milliards, hein? On vous doit également, oui, des explications. Mais sur les 1000 milliards, il n'y a que 0,6% qui font état de malversation financière. Et les 0,6% des 1000 milliards font 6 milliards. Monsieur le ministre du Budget a dit que, bon, c'est pas méchant, hein? On ne vous a volé que 6 milliards. Pourquoi vous nous tympanisez comme ça, 6 milliards, 6 milliards? Donc 6 milliards, vous voyez la gravité. Adamo, vous voyez la gravité de la situation. Si Emmanuel Macron avait osé dire ça en France, non seulement il sera destitué, il sera mis aux arrêts, il sera emprisonné. Sauf que nous ne sommes pas en France. Mais là, justement, je vais poser là, parce qu'il nous reste quelques petites minutes, Moussa. Là-dessus, sur le rapport de la Cour des comptes, on voit que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de... C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vous disais tout à l'heure qu'au Sénégal, nous avons une conception restrictive de l'indépendance de la justice. Voici des questions qu'il faut se poser et aller au-delà des rapports entre l'exécutif et le procureur de la République. La Cour des comptes, c'est une institution judiciaire. Maintenant, il y a d'autres institutions qui font également des rapports sur la corruption, comme l'OFNAC, comme voilà, etc. Exactement, le CENTIF, même l'IGE, etc. Suite à ces rapports, est-ce qu'il y a des actes qui sont posés pour sanctionner les personnes qui sont citées dans ces rapports? Et est-ce qu'il y a des choses qui sont faites réellement? Sinon, parce que moi je me dis, quel est l'intérêt de garder une institution comme ça si rien n'est fait? On va citer des noms, on va dénoncer des actes qui se sont passés. Voilà. Et c'est des juges qui sont payés par le contribuable sénégalais. Ils coûtent cher à l'État. Et au final, il n'y a rien. Ils vont faire un rapport pour dénoncer tout ce qu'il y a comme malversation. Et qu'après, on ferme le rapport, on le met au placard. Donc si c'est ça, quelle est l'utilité d'avoir une institution comme la Cour des comptes? Exactement. Je voudrais dire que c'est à ce niveau qu'il est intéressant de poser la question de l'indépendance de la justice et aller au-delà des rapports entre le procureur et le ministre de la Justice. Ces institutions-là, l'IGE, l'IGF, CENTIF, Cour des comptes, OFNAC, il faudrait réformer la justice pour que le rapport implique nécessairement une autosaisine du juge
d'instruction, même pas du procureur, mais du juge d'instruction. Je dis du juge d'instruction parce qu'il faudrait, à ce niveau, que l'information judiciaire, la recherche de preuves soit approfondie, que l'on aille au-delà de l'enquête policière pour approfondir et que ces malversations financières soient sanctionnées. Merci beaucoup à nos invités du groupe 1 et du groupe 2 qui viennent de boucler. Je veux citer Moussa Ndoye, M. Moussa Ndoye, Salimatou Sabali, le juriste Moussa Fall et Cheikh Modou Gueye Fall. Avec la présentatrice Sohna Mariama Djinda, nous allons donc clore cet chapitre du symposium 2023 tout en vous donnant rendez-vous à la prochaine. La chaîne